Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de 64 débats. Changement climatique, comment adapter nos villes? La vague de chaleur précoce du mois de mai qui vient de s'achever montre à nouveau l'urgence de la situation. Avec nous pour en parler, Robin L, bonsoir, soyez le bienvenu. Vous êtes chargé de campagne et de plaidoyer pour Oxfam France, organisation non gouvernementale. Et en direct, Adèle Tanguy, chercheuse sur les risques climatiques et politiques d'adaptation au changement climatique. Bonsoir et merci d'être avec nous. Avant de vous donner la parole, direction Montréal, une ville qui justement a pris le virage du développement durable pour lutter contre les changements climatiques. L'objectif, c'est d'assurer un développement pérenne de la métropole québécoise. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour arriver à l'objectif de la neutralité carbone en 2050. Reportage de notre correspondante au Canada, Catherine François. Moi, ça fait 3 ans à peu près là, que je fais juste vélo pour aller au travail tout le temps. Très content du travail de la ville sur les pistes cyclables. On ne veut pas qu'on nous enlève nos pistes cyclables. Et du travail, il y en a eu en effet, avec l'aménagement en 8 ans de 280 km de pistes cyclables pour offrir aux cyclistes montréalais un réseau de plus de 1000 km. Une belle illustration du virage pris par la métropole québécoise en faveur du développement durable. Dans la dernière décennie, Montréal a eu une approche assez volontariste en termes d'environnement et de lutte contre le changement climatique. Montréal est devenue une métropole avec un bon leadership en la matière. Autre exemple concret. La mise en place d'un bureau pour la transition écologique, l'adoption d'un plan climat, d'un plan d'urbanisme et de mobilité. L'objectif de planter 500 000 arbres d'ici 2030, réduire la circulation automobile en améliorant l'offre de transport en commun avec l'entrée en vigueur d'un métro aérien, le REM, et la construction de 5 nouvelles stations de métro dans l'est de la ville. Enfin, des efforts sont mis pour décarboner les édifices municipaux et les nouveaux bâtiments. Mais il reste beaucoup à faire. Il faudrait continuer à développer de la mobilité active. Il y a des défis, comme ce que je disais sur la décarbonisation des bâtiments. Il y a vraiment encore beaucoup de travail. L'équipe qui vient de s'installer à la mairie de Montréal avec l'élection d'une nouvelle mairesse, Soraya Martinez-Ferrada, promet de poursuivre le travail. On veut continuer les efforts, mais aussi on veut poser les jalons qui sont propres à la vision de notre administration. Et ces jalons ont été posés avec 3 mesures. L'achat de terrain en milieu inondable pour 73 millions de dollars, 10 millions injectés dans un programme de rénovation résidentielle et la création d'un fonds de réserve de 2 millions de dollars pour les urgences climatiques, les canicules, les épisodes de verglas et de pluies torrentielles qui provoquent des inondations. La route est encore longue. Et le Conseil régional de l'environnement de Montréal promet de talonner la nouvelle administration pour qu'elle maintienne le cap sur le développement durable de la métropole. Voilà pour ce reportage. Robin L, une réaction? C'est impressionnant ce qu'on peut voir dans le reportage à Montréal et je pense que ça montre effectivement que les villes, quand elles veulent, peuvent s'adapter et réduire les risques. Mais par contre, il reste énormément de choses à faire, sûrement à Montréal. Il faudrait voir la situation en détail, mais aussi en France, parce qu'on sait que en fait, les conséquences du changement climatique s'aggravent d'année en année et il faut aller beaucoup plus vite par rapport à ce qu'on peut observer aujourd'hui. On vient de voir les vélos, on vient de voir les arbres aussi, planter des arbres. Qu'est-ce qui, dans ce reportage à Montréal, vous paraît le plus bénéfique, justement, pour adapter nos villes? Je pense qu'il faut absolument garder en tête, c'est que ce qui est le plus utile, ce n'est pas forcément ce qui est le plus visible dans l'espace public. Quand on parle de la protection des risques climatiques, on parle souvent des arbres, effectivement, de la végétalisation. C'est très bien, mais il faut aller plus loin. Déjà, en fait, la rénovation des bâtiments publics, comme des écoles, mais aussi des hôpitaux ou d'autres bâtiments, des logements aussi, c'est extrêmement efficace, à la fois pour protéger contre le froid, bien sûr. Au Canada, c'est un énorme sujet, comme en France aussi, mais aussi et surtout pour protéger contre la chaleur. Et après, il y a plein de mesures qui sont beaucoup plus techniques, mais extrêmement utiles. On peut parler tout à l'heure peut-être aussi des politiques d'aménagement et des politiques d'urbanisme qu'il faut absolument développer là dans le reportage aussi. On parlait de rachat de terres d'inondation. Et ça, c'est une mesure qu'il faudrait développer. Et aujourd'hui, malheureusement, en France, on construit toujours dans les zones inondables
c'est complètement au rebours en fait des exigences à l'heure où le risque d'inondation s'aggrave. Alors l'enjeu est de taille pour la planète, pour la biodiversité. C'est une question de santé publique aussi. Le réchauffement climatique a déjà triplé le nombre de morts dans 12 métropoles européennes. Prenons par exemple Paris. 235 personnes sont mortes entre le 23 juin et le 2 juillet 2025. C'est ce que révèle le Grantham Institute et la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Adèle Tanguy, prenons Paris cette fois après Montréal. Paris ne cesse de se transformer, personne ne le conteste pour faire face aux vagues de chaleur, mais il se dit que l'État freine ses ambitions, notamment en raison de la préservation du patrimoine. Que faire ? Que faire, c'est une question qui doit s'adresser un peu à tous les acteurs finalement, puisque c'est ce que soulignait Robin aussi dans le fait que finalement il y a plein de types de solutions qui permettent d'adapter les villes au réchauffement climatique. Donc déjà, quand on parle de chaleur, finalement, on parle de plein de sujets différents. On parle de nos réseaux électriques qui sont aussi vulnérables aux températures, de l'eau potable, on parle de l'urbanisme bien sûr, on parle aussi de nos politiques sociales, on parle des écoles comme le soulignait Robin. Finalement, c'est plein de sujets qui concernent autant les maires, la politique de la ville, que l'action de l'État sur des sujets comme par exemple le fait d'adapter la loi sur les horaires de travail, que aussi le rôle des opérateurs d'infrastructures électriques, d'infrastructures d'eau qui doivent adapter le réseau pour faire en sorte que même quand on a des sécheresses, on ait quand même de l'électricité et on ne se retrouve pas en rupture d'approvisionnement. Donc finalement, ce que l'État doit faire, c'est aussi faire attention à justement permettre l'action de tous ces acteurs qui agissent sur tous ces sujets-là. Donc sur la question de Paris, par exemple, c'est autant faire en sorte que les bâtiments parisiens puissent avoir des volets pour empêcher la chaleur de rentrer, que revoir les règles d'urbanisme, que aussi permettre de réfléchir à comment nos systèmes sont organisés plus largement, nos systèmes d'eau, nos systèmes d'électricité, nos systèmes de transport. Mais je vous le disais, il y a la question du patrimoine à Paris, de l'architecture. C'est peut-être pas la seule ville qui est confrontée à ce dilemme, mais qu'en est-il selon vous ? Sur la question du patrimoine et de l'architecture, c'est vrai que c'est une grande question à Paris parce que justement, c'est ce que je disais sur la question des volets, mais aussi sur la question des toits en zinc qui créent des bouilloires thermiques. Donc, on a en même temps comment on fait pour revoir le rapport qu'on peut avoir au patrimoine, revoir les réglementations, les autorisations qui sont données pour pouvoir revoir les logements. Mais on a aussi plein d'autres questions qui vont autour et qui sont beaucoup plus larges que uniquement l'urbanisme en tant que tel. Et c'est justement ce que j'essaie de souligner sur la question de la place aussi de la végétation dans la ville, la question de comment finalement on réussit à imbriquer toutes ces solutions les unes avec les autres. Et à propos des arbres, un arbre équivaudrait à 5 climatiseurs allumés pendant 20 heures. Planter des arbres, cela semble donc clairement impératif, incontestable. Les Parisiens, pour en revenir sur la capitale française, vivent dans la capitale européenne la plus mortelle en période de canicule, selon une étude de la revue scientifique The Lancet, parue en 2023. Comment l'expliquer ? C'est souvent en fait plusieurs facteurs. Il y a les facteurs que Madame Tanguy a aussi énumérés, donc les bâtiments qui sont en adapté à l'échelle de la France. On sait par exemple que 40% des bâtiments n'ont pas de volets. À l'heure où il y a de plus en plus de vagues de chaleur, de canicules aussi, même au mois de mai, comme on vient d'en connaître malheureusement aussi dans l'Hexagone. En fait, c'est urgent d'investir au moins dans des volets. La climatisation, c'est tout sauf la solution ? La climatisation n'est pas une solution pour les logements. Pourquoi ? Parce que la climatisation à l'intérieur peut bien sûr rafraîchir un logement, mais elle rejette la chaleur à l'extérieur. Donc toutes les personnes qui sont dans nos voisinages vont respirer. En fait, ça crée de la chaleur et ça aggrave les risques pour les autres. Et en plus, l'air climatisé n'est pas forcément bon pour la santé. Donc la climatisation, malheureusement, n'est pas la solution. Il y a d'autres types de solutions, des volets, la rénovation thermique des logements et, comme vous disiez, aussi des arbres. Un autre chiffre sur les arbres, c'est qu'un arbre dans une rue permet d'abaisser les températures de 7 degrés
en période caniculaire. 7 degrés, c'est extrêmement important. Donc aujourd'hui, ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'en France, 5400 personnes meurent chaque année à cause des fortes températures. Donc il y a urgence pour un vrai changement de paradigme face au changement climatique. Il ne suffit plus de concevoir quelques actions ici et par là. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites. Je me tourne vers vous, Adèle Tanguy, par rapport à ce que dit Robin. C'est vrai que la France, elle est plutôt dans une logique de gestion de crise, loin d'une vraie stratégie d'anticipation. Est-ce que c'est pas trop tard? D'ailleurs, la question se pose pour des villes françaises, celles du littoral également, mais aussi pour la capitale ou pour bien d'autres villes. Oui, alors en France, on a un plan quand même d'adaptation au changement climatique qui est le 3e, qui est sorti l'année dernière, donc qui essaye de quand même prévoir, anticiper ce qui pourrait se passer, et notamment qui est fondé sur l'hypothèse d'un réchauffement de 4 degrés en France d'ici à 2100, donc qui essaye d'anticiper. Mais c'est vrai que sur beaucoup de sujets, on en reste quand même à tester des conséquences, de voir que voilà, on a une vague de chaleur la semaine dernière qui est beaucoup plus précoce que ce qu'on a pu avoir jusqu'alors, et que on n'est pas encore au niveau, et que effectivement à chaque fois on réagit en se posant la question de quelle mesure est nécessaire maintenant, alors qu'il faudrait réussir à mettre en place les mesures pour bien plus tard. Et justement, sur cette question de comment on fait pour passer dans cette dynamique d'anticipation, pour vraiment anticiper, c'est des mesures beaucoup plus structurelles, comme ce que disait Robin justement avec la question de la rénovation thermique des bâtiments, qui ne peuvent pas se faire du jour au lendemain, et donc qui demandent de revoir aussi la réglementation, la législation, comment on fait pour permettre aux personnes d'avoir accès à cette rénovation, donc comment est-ce qu'on aide les ménages les plus vulnérables, par exemple, à pouvoir mettre ces solutions en place dans leur logement. Donc c'est plein de choses. Alors justement, il y a la question du financement. Ouais, Adèle Tanguy, sur plus de 300 mesures annoncées par ce PNACC3, le 3e plan national d'adaptation au changement climatique, il y en a seulement 48 qui sont réellement financés. Il y a précisément la question aussi des financements qui pose problème. Oui, c'est une vraie question, et dans la situation actuelle où les budgets publics sont de plus en plus contraints, il se pose aussi la question de qui doit financer derrière. Est-ce que l'État doit tout financer? Est-ce que l'État demande aux collectivités, aux villes de financer une partie des mesures d'adaptation, ce qui pose aussi problème, sachant que les budgets des villes sont eux-mêmes aussi contraints? Comment on fait pour faire en sorte que le secteur privé puisse financer aussi une partie de l'adaptation, mais aussi que justement tous ces coûts-là ne se reportent pas entièrement sur les budgets des ménages, ou alors, quand c'est le cas, que ce soit adapté à leur capacité à payer. Donc c'est ce que je disais sur l'exemple des bouilloires thermiques. Si on sait que c'est les populations les plus vulnérables qui vivent dans des logements aussi précarisés et dans des logements mal isolés, comment on fait pour permettre la rénovation en faisant en sorte que justement le coût aussi soit juste, soit équitable, équitablement partagé, et que tout le monde puisse y avoir accès. Et c'est vrai qu'alors il y a parfois des dissonances. Certains disent c'est à l'État d'être à la pointe, d'autres disent que c'est collectif. Mais prenons un exemple. En Guadeloupe, département français d'outre-mer, un rapport parlementaire estime qu'il faudrait, pour remettre à niveau les infrastructures d'accès à l'eau potable, 2 milliards d'euros, entre 1 et 2 milliards d'euros. Clairement, la collectivité de Guadeloupe n'a pas les moyens. Selon vous, l'acteur central, ça doit rester l'État. Ce sont les États qui doivent d'abord donner le là? Ce qui est sûr, c'est que l'État doit permettre aux collectivités territoriales d'agir. Malheureusement, la Guadeloupe, ce n'est pas la seule collectivité territoriale qui est en retard sur ces questions-là. Pour l'accès à l'eau, en fait, c'est aussi une problématique dans d'autres territoires d'outre-mer. En Polynésie française, par exemple, 38% des ménages n'ont pas accès à l'eau courante. 38%. C'est énorme, en fait, et c'est gravissime à l'heure où là aussi, il y a de plus en plus de vagues de chaleur et aussi de salinisation de l'eau potable. Donc, l'État doit absolument investir et permettre aux collectivités territoriales d'agir. Et aujourd'hui, malheureusement, on observe un recul de ces subventions de l'État, notamment avec le Fonds vert qui a été coupé de 2/3 de son enveloppe depuis 2024. Et c'est gravissime, en fait, à l'heure où, notamment lors de la dernière vague de chaleur, l'État demandait aux villes, aux collectivités territoriales d'agir. Eh bien, elles pourraient agir, mais
pour ça, il leur faudrait faute de des moyens. financements. J'aimerais qu'on regarde maintenant les villes où c'est très très urgent, les grandes villes du monde où la chaleur va devenir invivable lors des prochaines saisons chaudes. Jalandhar et Patiala en Inde, Fuyang et Chankhui en Chine, Kirkouk en Irak ou encore Asyut en Égypte. Certaines de ces villes ont réchauffé de plus de 3 degrés alors que la moyenne mondiale est de 2 degrés. Ça, c'est l'université d'East Anglia en Angleterre qui nous l'apprend. Adèle Tanguy, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt un plan global qui passerait plutôt par, on va dire, ce qu'on appelle le multilatéralisme, plutôt d'agir pays par pays, parce qu'on sait par exemple qu'il y a des villes qui sont dotées d'aéroports, qu'il y a un trafic aérien de plus en plus fort? Alors sur la question de l'international, il y a plusieurs enjeux. Déjà, la question c'est comment on fait pour faire en sorte que toutes les villes et y compris dans les pays les moins avancés, les pays en développement qui subissent et sont très vulnérables aux risques climatiques, puissent justement aussi avoir accès à des solutions d'adaptation. Et donc ça, c'est des choses qui sont discutées dans les COP, donc ces conférences internationales sur le climat, où se discute la répartition justement des financements internationaux et comment aider le financement de l'adaptation à travers le monde. Et derrière, on a aussi beaucoup de questions de risques climatiques qui ne sont pas uniquement confinés aux frontières des pays, mais peuvent justement se transmettre d'un pays à un autre. Et comment on fait entre pays pour réussir à coopérer sur ces risques, pour réussir à se partager de l'information sur ces risques-là, mais sur aussi comment est-ce qu'on décide de s'y adapter. Donc, par exemple, s'il y a des sécheresses dans un pays dans lequel une partie de la production alimentaire se fait, ça peut impacter la sécurité alimentaire de tel pays, telle ville qui va en dépendre. Donc comment faire pour que l'adaptation soit en même temps le fruit d'un projet commun, mais aussi d'un effort commun à l'international. Et donc ça, c'est plein de sujets qui sont discutés justement dans les COP climat, mais pas que, dans plein d'autres instances. Il y a aussi beaucoup de sujets de coopération, par exemple sur les infrastructures résilientes, où il y a du partage de connaissances entre villes sur comment les villes font pour adapter leurs infrastructures, adapter leur urbanisme et justement des bonnes pratiques qui peuvent exister dans des villes des pays émergents peuvent aussi permettre à Paris de s'adapter mieux, par exemple. Merci beaucoup Adèle Tanguy d'avoir répondu à nos questions. Merci également Robin. Merci à tous les deux pour vos éclairages respectifs sur ce thème donc très sensible de l'adaptabilité de nos villes face au changement climatique.